Sénégal focalise une partie des espoirs du peuple africain. C'est reconnu par beaucoup pour sa stabilité, pour sa démocratie, dont c'est un véritable modèle. Mais pourtant, c'est l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique qui a difficile de trouver sa place dans la révolution économique que connaît une grande partie du continent. Pour discuter de tout cela, je suis avec le président du Sénégal, Macky Sall. Président, merci beaucoup d'être avec nous dans le programme The Global Conversation. C'est un plaisir pour moi. Parler de l'Afrique en pleine croissance, c'est presque devenu un cliché. Et pourtant, nous avons des questions et des grosses questions d'instabilité, d'inégalité, de pauvreté. Comment mettre fin à ce paradoxe? L'Afrique, c'est forcément une variété de situations. Et vous avez à l'intérieur de ce vaste territoire des peuples, 800 millions d'habitants, une population extrêmement jeune, énormément de ressources naturelles, parfois mal exploitées, des problèmes de démocratie, parfois, mais avec un tableau aussi sombre, il faut aussi comprendre qu'à côté, il y a une Afrique qui bouge, une Afrique émergente, une Afrique démocratique, où il se passe des élections sans contestation. C'est le cas du Sénégal et d'autres pays, pas que le Sénégal. De plus en plus, d'ailleurs, les choses se passent très bien sur le continent. Une croissance qui reprend, des ressources naturelles mieux gérées et surtout une transformation des produits, des matières premières du continent. Si vous pouviez faire passer un message sur le Sénégal, qu'est-ce que ce serait? Le Sénégal est un modèle qu'il faut soutenir et accompagner, puisque c'est un îlot de stabilité dans une zone à problème. Un tel modèle démocratique, un tel modèle de tolérance et de stabilité mérite le soutien de la communauté internationale. Le Sénégal n'est pas un pays très vaste, c'est 186 000 km². C'est une population de 12 millions. Excusez-moi, comment rentrer dans cette révolution économique si vous êtes dépourvu de ces ressources naturelles qu'ont beaucoup des pays africains? D'abord, il est essentiel de savoir que ce n'est pas les ressources naturelles qui font le développement d'un pays. Parce qu'on a vu des exemples qui font foison, où des pays ont d'énormes ressources naturelles et qui n'ont absolument aucun développement. Par contre, vous avez aussi le cas de pays, notamment des dragons d'Asie, qui ont prouvé qu'un pays pouvait se développer sans ressources naturelles. Est-ce que vous avez un pays modèle? Oui, la Corée est un modèle de ce point de vue, le Japon. Et je pense que même dans un pays comme le Rwanda, encore plus petit que le Sénégal, il est en train d'évoluer sur la bonne voie. Je pense que le Sénégal s'inscrit dans cette voie. Nous avons quelques ressources naturelles qui ne sont pas de l'or ou du pétrole. Nous avons du phosphate, nous avons du fer que nous allons valoriser. Mais surtout, nous avons les ressources humaines de qualité. Et ça, c'est irremplaçable pour un pays. Nous avons des problèmes de pauvreté comme la plupart des pays du monde. Nous avons une pauvreté au niveau des jeunes puisque la question du chômage touche davantage les jeunes. Excusez-moi, vous n'êtes pas inquiet que, comme dans beaucoup de pays africains, ce chômage, cette pauvreté pourrait remonter les jeunes vers des groupes extrémistes? Oui, il y a un risque. Il y a un risque. C'est que la pauvreté peut être le lit de l'extrémisme, c'est clair. Notre rôle à nos dirigeants, c'est de créer les conditions justement pour atténuer les effets de ce chômage et pour créer davantage d'emplois pour la jeunesse de nos pays. Évidemment, ce n'est pas un sujet simple, puisque même les pays développés n'ont pas réglé ce problème. Vous allez dans n'importe quel pays aujourd'hui développé, le problème du chômage se pose. Mais le rôle des leaders et des dirigeants, c'est d'apporter des réponses pour ne pas mettre cette jeunesse entre les mains d'extrémistes ou alors les envoyer au fond de l'océan ou à Lampedusa. Le rôle, c'est de les retenir avec des projets économiquement viables qui pourront être en tout cas des solutions face à ce fléau qu'est le chômage des jeunes. Si nous restons avec cette question d'instabilité, nous avons demandé à nos spectateurs et les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux de nous envoyer des questions. Et nous avons reçu une question sur la Casamance. C'était quelle est la situation sécuritaire en Casamance? Parce que vous avez beaucoup travaillé là-dessus depuis que vous êtes président. En Casamance, d'abord la situation sécuritaire se porte très bien. Il faut s'en féliciter d'ailleurs. Depuis que je suis là, Dieu merci, il n'y a pas eu de problème.
quasiment même pas de braquage. Donc les gens ont attendu un signal. Je pense que le signal qui a été envoyé à la rébellion a été un signal positif. Elle a réagi dans ce cadre et nous essayons par, disons, des médiateurs interposés d'amorcer un dialogue pour la paix, puisque après 32 ans de conflit, il est temps quand même que nous nous essayons pour parler de la paix, parce qu'il s'agit d'un conflit entre des compatriotes, et quelle que soit la situation, nous devons pouvoir, par le dialogue, arriver à une paix définitive et durable en Casamance. Donc je travaille avec les différentes factions via, évidemment, la voie qu'ils estiment être la meilleure pour eux. La seule chose que j'ai dite, c'est que tant que la souveraineté nationale n'est pas remise en cause, tout le reste est négociable. Je ne négocierai pas la souveraineté du Sénégal. Et vous partagez une longue frontière assez poreuse avec le Mali. Est-ce que vous ne craignez pas une reflambée là de l'extrémisme? Parce que nous avons vu récemment que le leader Touareg a menacé de remonter la violence. Vous savez, les menaces, on les voit, on les entend au quotidien. Notre rôle, c'est véritablement de quand même veiller à la sécurité de nos frontières, de protéger nos populations, quelles que soient les situations. Bon, ce ne sont pas des menaces qui vont remettre en cause ce travail fondamental que nos forces de défense et de sécurité font au quotidien. Et je ne pense pas que nous soyons dans une situation où il y a ce risque que vous évoquez. Si nous regardons plus loin de vos frontières à la République centrafricaine et la présidente intérim Catherine Samba-Panza, le conflit sanglant là continue. Pensez-vous qu'elle pourra mettre fin à ce conflit? Ça va être très difficile, mais je souhaite qu'elle ait, avec le soutien de la communauté internationale, les moyens d'arrêter ce conflit. Malheureusement, on a laissé faire au début, puisqu'on voyait les prémices. Dès lors qu'un conflit politique a migré vers le domaine religieux, bien sûr, on va vers la guerre civile. Je suis très satisfait d'abord de l'intervention des forces françaises, de Sangaris. Cela a évité le pire, parce que sinon nous serions aujourd'hui dans un génocide en termes de centaines de milliers de morts. Parce que lorsque la haine s'exprime, il n'y a plus aucune raison pour arrêter l'impensable. Alors, aujourd'hui, je pense que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne ont décidé de mobiliser des troupes. Ce n'est que, en tout cas, ce serait une très bonne chose que l'Union européenne vienne également accompagner les efforts de la France et des forces africaines, la MISMA. Je crois que c'est absolument essentiel. Avec un tel déploiement, bien sûr, les tueries pourront cesser et la situation revenir à la normale. Ce qui m'amène à une question que nous avons reçue de Joseph Ndougma qui demande « Pensez-vous que l'Afrique n'est pas apte pour gérer la crise centrafricaine elle-même » Est-ce qu'il faut avoir cette intervention internationale? Forcément, il faut avoir cette intervention, puisque, vous savez, le déploiement militaire coûte excessivement cher. L'Afrique a déjà de grandes difficultés dans son vécu quotidien. Il faut assurer la santé des populations. Au moment où nous parlons de Ebola, il faut des efforts de la communauté internationale en matière de recherche de vaccination. Nous avons envoyé des volontaires sénégalais, médecins de l'Institut Pasteur, des professeurs en virologie pour essayer de voir ce qui peut être fait. Mais j'aurais souhaité que l'élan international soit encore plus grand. L'Afrique, donc, doit faire face aux maladies, au développement, à l'emploi, au chômage. Alors, pour encore mettre des moyens énormes dans les forces de défense, je crois qu'on ne peut pas toujours tout faire. Nous avons, dans des conflits mineurs, les Africains n'attendent pas. Mais lorsque c'est une guerre civile, lorsque le territoire est vaste, qu'il faut déployer des avions, des hélicoptères, des chars de combat. Mais vous savez, une opération militaire de cette nature se chiffre en millions d'euros par jour. Donc, évidemment, sans l'apport de la communauté internationale, des Nations Unies, cela n'est pas possible. Ce n'est pas que les Africains n'ont pas les capacités physiques ou n'ont pas le courage. Non, c'est une question de budget. La France est très présente en Afrique et je pense que c'est ça qui a provoqué cette question de Freddy Vital Kalonga qui demande
Êtes-vous pour ou contre la continuité de la France-Afrique de Nicolas Sarkozy par François Hollande? Bon, d'abord, ce sont des concepts qui sont dépassés, la France-Afrique. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est que la France a un rôle historique en Afrique. Ça aussi, c'est l'histoire. La France, comme d'autres pays, mais la France a continué à assumer ce lien. Elle ne peut pas se désengager. Aujourd'hui, elle ne serait pas intervenue au Mali. Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Elle ne serait pas intervenue en Centrafrique. Il y aurait un génocide. On devrait l'encourager, on devrait la féliciter. Et je crois que l'Union européenne doit accompagner les efforts de la France. Parce que l'Europe a aussi une responsabilité sur l'Afrique. Vous vous sentez déçu par l'attitude de l'Europe? C'est une attitude insuffisante. Aujourd'hui, ils ont un devoir de solidarité vis-à-vis de l'Afrique. En tant que continent qui a été colonisé par l'Europe, continent voisin de l'Europe. Et depuis lors, nous cheminons ensemble. On ne peut pas, lorsqu'il y a des difficultés, on doit voir les Africains, ils n'ont qu'à se débrouiller, hein, on va barricader. Non, ce n'est pas conforme au rôle historique de l'Europe par rapport à sa propre histoire. Alors, lorsque vous évoquez l'UE, est-ce que vous pensez que c'est une question de double standard? Parce que l'UE est très intéressée par tout ce qui est Afrique niveau économique, mais niveau social, il ne vous accompagne pas suffisamment. Non, on ne peut pas dire aussi qu'il ne nous accompagne pas suffisamment. Ce n'est pas ce que je veux dire. Parce que si vous considérez quand même le volume de l'aide publique, l'Union européenne est le premier centre d'appui dans le monde. Donc, il faut saluer les efforts économiques qui sont faits par l'Union européenne. Ce que je dis, c'est sur le plan militaire et sur le plan de la sécurité, leur apport n'a pas été à la hauteur des défis. Lorsqu'il s'agit de l'Afghanistan ou d'ailleurs qu'ils interviennent aux côtés des Américains, et quand c'est l'Afrique, ils n'interviennent pas, c'est pas logique. Et niveau immigration? Je ne demande pas à l'Europe d'ouvrir ses frontières de façon bête, mais l'approche sectaire, autarcique, qui consiste à dire on va fermer nos frontières, on va mettre Frontex, on va survoler par satellite, surveiller les boat people, etc., ce n'est certainement pas la meilleure attitude. Puisque les peuples vont bouger, quelles que soient les conditions qui sont sur place. Il y va de la nature humaine et des migrations historiques. Mais l'Europe doit travailler avec les pays d'origine, qui sont des pays d'émission de l'immigration, pour voir quels sont les meilleurs moyens de collaborer et de coopérer, notamment par le développement dans les pays d'émission, pour que les gens retiennent leur jeunesse. Parce que l'Afrique a besoin de cette jeunesse et de ses forces. Nous aurions pu garder ces ressources humaines, les former et leur donner une perspective pour prendre une contribution dans le développement du continent. Retournons au Sénégal. Oui, avec plaisir. Et c'est une première. Vous avez monté un tribunal spécial pour juger Hissène Habré, qui est accusé de crimes graves contre l'humanité. Est-ce que cela est un nouveau modèle pour la justice en Afrique? Notre pays a décidé, à la demande de l'Union africaine, de juger M. Hissène Habré sur notre territoire national, refusant son extradition vers la Belgique. J'ai indiqué que je ne pouvais pas extrader un Africain vers un autre pays européen. Par contre, j'étais contre l'impunité, donc on organiserait le procès sur notre territoire avec nos juridictions, sur mandat de l'Union africaine. À la demande du parquet, il a été donc arrêté et mis en détention. Et l'instruction se poursuit en ce moment. Et je pense que dès qu'ils auront fini, certainement, un procès sera fixé pour que M. Habré soit jugé. Mais pensez-vous que c'est un nouveau modèle de justice? Parce qu'il y a beaucoup de pays africains, l'Union africaine aussi, qui n'est pas vraiment derrière la Cour pénale internationale, supposée être à la botte d'un Occident raciste, impérialiste. Il n'est pas normal que la CPI ne privilégie que les pistes africaines. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de crimes quand même en Europe centrale, je ne sais pas, même en Europe de l'Ouest, ou ailleurs. Les États-Unis ne sont pas membres, ils ne sont pas membres. La Chine n'est pas membre, la Russie n'est pas membre, donc les Africains au moins ont accepté en majorité d'être membres de la CPI. Mais lorsque des cas se posent, ce que le Sénégal a dit, il faut quand même regarder ce qui s'est passé récemment avec le Kenya, mériter quand même qu'on s'arrête pour réfléchir. Est-ce qu'on peut
venir dans un pays indépendant, un président élu par son peuple, on prend le président, on prend son vice-président, on les envoie à La Haye. Qu'est-ce que devient le Kenya dans tout ça? On ne peut pas, au nom de la justice internationale, quand même décapiter le Kenya. Oui, pour la justice internationale, justice pénale internationale. Oui, pour l'égalité de traitement de tous les cas, dans tous les continents. Mais vous ne pensez pas qu'il y a l'égalité? C'est ça que vous dites? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'égalité, mais je dis tel que les choses se passent, on peut croire, on peut penser qu'il y a quand même deux poids, deux mesures. Le temps passe rapidement, passons vite à un autre sujet, celui des droits des femmes au Sénégal, parce que vous avez vraiment poussé pour la parité politique. Pensez-vous que le Sénégal et surtout beaucoup d'autres pays africains qui ont des femmes leaders pourraient apprendre quelque chose à l'Europe? En tout cas, sur la loi sur la parité, nous avons quelque chose à apprendre à l'Europe, puisque je ne suis pas au courant d'un pays européen qui ait atteint ce niveau dans la promotion des femmes en matière, en tout cas politique. Et la loi sur la parité au Sénégal fait obligation à toute liste en compétition de respecter le principe paritaire. Nous irons aux élections municipales prochainement et ce principe sera appliqué sur l'ensemble du territoire national. Exact. Non, parité absolue, parfaite. Parité parfaite. Alors, nous l'avons évoqué au début de l'interview, la Chine, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne font tous une guerre économique en Afrique. Pensez-vous que l'Afrique pourra tirer son épingle du jeu? Pour l'intérêt de l'Afrique, nous devrions réfléchir sur un nouveau partenariat. L'Europe a bénéficié du plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. L'Afrique aujourd'hui a besoin d'investissement. D'ailleurs, l'Afrique n'a pas tant besoin d'aide, mais d'investissement. Or, cet argent, nous ne l'avons pas, mais nous avons des ressources. Nous pouvons rembourser si les conditions du crédit sont bonnes. Il s'agit donc de mobiliser un mode de financement qui ne soit pas ce qui a été créé il y a 30 ans par les institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, ça doit évoluer. On a bien vu que l'aide publique au développement n'a pas permis de développer l'Afrique. Donc, il faut sortir de ces schémas et voir les nouvelles pistes. Et essayer ensemble de bâtir des règles du jeu, chinois, européens, américains et africains. Les Européens ont une expertise avérée en matière d'infrastructure, en matière ferroviaire, etc. Les Chinois ont les capitaux aujourd'hui, les Africains offrent la plateforme africaine, offrent le marché, la croissance, l'emploi. Donc tout le monde peut gagner dans cette stratégie partenariale, gagnant-gagnant. Et terminons rapidement avec une question que nous avons reçue sur nos réseaux sociaux qui retourne au Sénégal. Et c'est de Dieudonné Faradinho Mbabou qui demande une question directement à vous. Que pensez-vous du peuple sénégalais? Est-ce que vous pensez que tout va bien? Si vous étiez à leur place, que direz-vous du dirigeant du Sénégal? D'abord, je rends hommage au peuple sénégalais, parce que c'est un peuple tolérant. C'est un pays quand même qui a une expérience, qui a un vécu démocratique, politique, qui est patient, qui est tolérant, où vous avez une majorité de musulmans vivant en concorde et en harmonie avec leurs frères chrétiens. Et donc, un tel peuple, moi, je ne peux que le servir de toutes mes forces et je tâcherai toujours de mériter sa confiance. Président, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.